J'aurais dû faire quelque chose. Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est forcément ma faute. J'aurais dû m'en douter. De la honte, de la culpabilité, un viol laisse des traces psychologiques et physiques. Il existe un ensemble de réactions immédiates et plus tardives. Même si les enfants, les personnes trans et les hommes sont également victimes de viols, dans cette vidéo, on a fait le choix de prendre le point de vue des femmes cisgenres hétéros. Le choix de parler de viol et non d'agression sexuelle. Depuis le 1er juillet 2024, une nouvelle définition est entrée en vigueur dans le code pénal. En gros, la violence n'est plus un critère et l'état de sidération de la victime est pris en compte. Donc, pour toutes celles qui ont dit non, il s'agit d'un viol. Dans ce genre d'affaires, la temporalité est centrale. On va donc évoquer le parcours de celles qui le réalisent peu de temps après l'agression. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Vers qui se tourner? Et ensuite, dans les mois, les années à venir, comment on se reconstruit? Quel est le rôle du système pénal? Il existe un fossé entre les personnes qui demandent de l'aide après un viol et celles qui se lancent dans une procédure judiciaire. En 2022, 5800 personnes ont consulté un centre d'aide aux victimes pour des actes qui pourraient être condamnés pour viol ou contrainte sexuelle. Dans la même année, on compte seulement 214 condamnations. À travers l'interview de 3 spécialistes en psychologie, en droit et en médecine, on va retracer le parcours d'une combattante. Selon les statistiques, une femme sur 5 est victime de violences sexuelles. Ces violences sont associées à beaucoup de problèmes de santé. Par exemple, une constipation chronique, un état de stress post-traumatique, des troubles alimentaires ou du sommeil, ou encore des consommations de substances. Les urgences sont formées pour recevoir les victimes de viol. La prise en charge inclut des soins physiques et psychologiques. Elle dure en moyenne 3 heures. Les médecins proposent aussi de faire ce qu'on appelle un constat d'agression sexuelle. C'est un recueil de preuves réalisé par un médecin légiste. Comment se passe la prise en charge? Il est rare qu'une personne vienne spontanément pour dire « je souhaite faire un constat d'agression sexuelle ». Elle peut venir à la recherche d'une contraception d'urgence ou pour la peur d'infections sexuellement transmissibles ou suite à un manque de souvenirs en lien avec le trauma ou si les faits remontent à un événement festif, si on a consommé des substances, il peut ne pas y avoir tous les souvenirs. Et donc ça commence par les triages avec une infirmière qui accueille la patiente et qui l'informe des possibilités. La possibilité de rencontrer une gynécologue ou un gynécologue de garde ou d'avoir ce qu'on appelle constat d'agression sexuelle avec le gynécologue et un médecin légiste de garde qui se déplace aux urgences gynéco-obstétricales. Une fois que la patiente a reçu les informations et a choisi si elle souhaite faire un constat d'agression sexuelle, la première urgence, c'est d'effectuer les prélèvements. Par exemple, la recherche aussi des substances dans le sang. Donc, en général, dans les 20 minutes, les prises de sang sont effectuées. Et ensuite, il y a toute la prise en charge médicale où on commence par l'anamnèse qui est très précise avec beaucoup de questions, avec des pauses si nécessaire. Et après, il y a l'examen clinique du corps. La personne n'est jamais nue complètement. Il y a les parties qui sont couvertes et vues une à la fois. Et il y a l'examen gynécologique qui est effectué par le gynécologue de garde avec, si nécessaire, selon les événements, un examen anal. Si besoin, on peut être amené à collaborer avec d'autres professionnels, que ce soit les collègues ORL, s'il y a une strangulation, les pédiatres, s'il s'agit d'une personne mineure, les psychiatres de garde, si on a besoin d'un déchocage et une prise en charge psychiatrique immédiate. Et ensuite, il y a à partir de l'administration des traitements prophylactiques pour prévenir les infections sexuellement transmissibles et pour prévenir, s'il n'y a pas de contraception, une grossesse non désirée. Et ensuite, on donne tous les rendez-vous de suivi. Cette prise en charge est longue, elle s'effectue dans une salle qui est dédiée avec, on a une chose qui s'appelle colposcope, c'est une machine qui permet de bien voir les organes génitaux, agrandir la peau pour voir s'il y a des lésions. Et on a des kits qui sont tout prêts avec les tubes, les prélèvements, etc. Cette prise en charge est la même qu'on ait ou pas décidé d'entamer des démarches judiciaires. Et cette décision, elle peut venir à différents moments. L'hôpital conserve les preuves pendant 1 an. Et même si la majorité des traces disparaissent au bout de 3 jours, les HUG peuvent réaliser ce constat dans les 7 jours qui suivent le viol. Parce que très souvent, les victimes ne réalisent pas instantanément ce qui s'est passé et c'est normal. Pendant une agression, le corps est tellement sous pression qu'il active des réflexes de survie. Les 3 F. Flee, fight, freeze. Fuir, combattre, se figer. La réaction la plus fréquente, c'est la dissociation, quand on est totalement coupé de son corps et de ses émotions. Cette réaction impacte la mémoire. Résultat, de nombreuses personnes ne réalisent pas ce qui s'est passé. Les souvenirs sont morcelés, des flashbacks apparaissent.
Certaines victimes tellement choquées ne pensent même pas à la case hôpital et s'imaginent qu'il faut forcément aller voir la police directement après les faits. Eh ben non, il existe tout un réseau de professionnels vers qui se tourner, comme les centres La Vie. On peut être un peu en mode automatique, on dit il s'est passé ça, il faut que j'aille à la police. C'est une étape, c'est clair, c'est important, mais il y en a d'autres. Je pense que l'important, c'est de faire le premier pas et d'aller activer un des membres de ce réseau qui va, normalement, lui ou elle, se charger d'aller activer le reste. La Vie, c'est l'acronyme pour la loi d'aide aux victimes d'infractions. C'est une loi fédérale, donc valable dans toute la Suisse. C'est un service gratuit et confidentiel. Dans chaque canton, il y a un centre La Vie. Par exemple, à Genève, c'est sous forme d'association où des psychologues interviennent. Comment ça se passe? Ici, les consultations sont uniquement sur rendez-vous. Il faut appeler ou envoyer un mail. Un ou une intervenante La Vie réalise une évaluation. Elle pose plusieurs questions pour déterminer s'il y a une agression, si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de la personne a été atteinte, et si cette infraction a eu lieu en Suisse. Les faits peuvent être récents comme anciens. Si par exemple on est sur une infraction qui a été commise hier ou il y a très peu de temps et que la personne n'a pas encore entamé des démarches, comme par exemple d'aller faire un constat d'agression sexuelle, etc., ou qu'elle est encore dans un état de choc et qu'elle ne sait pas qu'il faut par exemple conserver les éléments de preuve dans un sac en papier plutôt qu'en plastique, c'est des informations qu'on va pouvoir donner dans ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'avoir envie de déposer plainte pour venir consulter. Comment La Vie intervient dans le parcours judiciaire de la victime? L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre la victime là où elle en est, au moment souvent où elle doit faire un choix. Est-ce que je dénonce ce qui s'est passé ou pas? Et de lui expliquer ce que ça veut dire. On va vraiment naviguer avec elle autour de tous les enjeux et les représentations qu'elle se fait autour de la justice. Et on va aller décortiquer en fonction des étapes où on est aussi ce qui va se passer, qui sont les acteurs, quels sont leurs rôles, quel est le type de question, c'est quoi aller déposer une plainte à la police, etc. Combien de temps ça prend et quelle est la temporalité, histoire de rendre les choses le plus prévisibles possible et puis qu'elle puisse faire un choix le plus éclairé possible. Concrètement, La Vie accompagne la victime tout au long de la procédure judiciaire. Et si on demande autant d'informations, c'est parce que cette procédure dure des mois, voire des années et peut être pénible à vivre. À chaque étape de son parcours, la victime doit replonger dans son traumatisme et re-raconter dans les moindres détails ce qu'elle a subi. En plus de ça, elle peut être confrontée à l'accusé qui sera au cœur du procès. Comme on juge le prévenu, très peu de place est laissée au ressenti de la victime et toutes ces difficultés retardent voire empêchent la reconstruction. Avant de se lancer dans cette procédure, une des possibilités, c'est d'aller voir un ou une avocate qui va caractériser l'infraction. Le ou la juriste déterminera si oui ou non il s'agit bien d'un viol au sens du code pénal. Ensuite, il existe plusieurs portes d'entrée pour le dénoncer. Le ministère public, un ou une avocate, un centre La Vie ou alors la police. Normalement, si une autorité pénale entend parler d'un viol, elle doit poursuivre d'office. La règle de base, c'est que la police va rédiger un rapport sur les faits et puis le transmettre au ministère public qui va ensuite ouvrir une instruction. Après, dans la réalité, ça arrive que des policiers qui soient spécialement formés en fait, pour l'accueil des victimes puis qui connaissent bien la manière dont la justice pénale fonctionne puissent dire à la victime: vous savez, c'est peut-être pas forcément l'infraction la plus caractérisée que j'ai rencontrée. Vous risquez d'avoir de la peine dans la procédure, ça risque d'être peut-être un peu difficile pour vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez Puis là, ils disent déposer plainte. Si l'infraction est pleinement caractérisée et que la police se lance dans l'enquête, de son côté, le ministère public ouvre l'instruction. Et pendant ce temps, pour la victime, c'est silence radio. Il faut attendre plusieurs semaines pour que la victime reçoive une convocation par le ministère public. Un ou une procureure va prendre sa déposition. Si on se place du point de vue de la victime, ça veut dire je suis allée déposer mon histoire vers une autorité et puis ensuite j'attends. Parce que dans cet intervalle de temps où la police va rédiger son rapport, puis le transmettre au ministère public, où l'avocat va rédiger la dénonciation et puis ensuite l'envoyer, alors l'avocate va avoir un contact plus régulier, mais il faut quand même attendre, quoi. Puis c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, maintenant faites quelque chose, puis en fait on attend beaucoup. Puis après il y a le moment où on doit effectivement y aller, qui est souvent un peu plus tard, puis on doit re-raconter l'histoire qu'on a déjà racontée à la police ou auprès du ministère public.
Et on a la possibilité d'y aller accompagné par une avocate ou un avocat et d'y aller en plus avec une personne de confiance. Donc ça peut être notre frère, notre sœur, notre meilleur ami, quelqu'un qui est là pour nous soutenir ou un professionnel qui est là pour nous soutenir du centre La Vie. Cette déclaration va être protocolée dans un procès-verbal d'audition. On résume la déclaration de la victime qu'elle va relire et signer. Ça, c'est la première pièce du dossier pénal. La victime va aussi devoir fournir d'autres preuves, comme des messages, des rapports médicaux ou le constat d'agression réalisé à l'hôpital. Ensuite, le ministère public, généralement, va essayer d'entendre l'auteur de l'infraction. Alors ça dépend un peu de la stratégie d'enquête, mais en principe, on va entendre quand même le prévenu. On va lui dire, vous êtes prévenu pour autant qu'on sache qui c'est. Alors c'est le cas dans l'écrasante majorité des cas, c'est-à-dire que la victime ne se fait pas violer par un inconnu à la sortie d'une boîte de nuit, la victime se fait violer par l'ex-copain, son meilleur ami, son crush de l'époque qu'elle a ramené à la maison, mais à qui elle a dit qu'elle voulait pas avoir, avec qui elle a dit qu'elle voulait pas avoir une relation sexuelle. Enfin, généralement, c'est quelqu'un qu'on connaît, quoi. Après ça, le ministère public a deux possibilités. Il décide de classer ou il met en accusation et remet ce dossier à un juge. À ce stade de l'enquête, le ministère public il peut classer, c'est possible. Il peut dire moi je vois pas d'infraction, vous me dites vous-même que vous n'avez pas été clair. Par exemple, ça peut être une des raisons pour lesquelles le ministère public se dit moi à ce stade j'acquiers la conviction que de toute façon on va jamais condamner parce que vous avez par exemple dit je suis pas sûre qu'il ait compris que je voulais pas, par exemple. Ça peut être classé. Ou alors on met en accusation, c'est-à-dire que le ministère public va rédiger un acte d'accusation où il dit voilà ce qui s'est passé et à mon avis c'est constitutif de viol, mais c'est le juge qui doit juger. Là, on a attendu beaucoup, on a constitué un dossier, ça a duré quelques mois, parfois des années, parfois de très longues années où on n'a pas trop de nouvelles parce que on attend tel et tel rapport ou tout d'un coup c'est un dossier qui n'a pas avancé, quoi, ça arrive. Et ensuite on reçoit des citations à comparaître tout d'un coup, donc de nouveau une convocation au tribunal pour aller vivre le procès, déposer, raconter son histoire. Des mois, voire des années après, c'est le moment du procès. Des aménagements sont possibles pour limiter la brutalité des audiences. On peut demander un huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni la presse ni le public dans la salle. On a aussi le droit de ne pas être confronté au prévenu. Et si c'est possible, on a le droit d'avoir au moins un juge du même sexe. Au cours de l'audience, même si la victime va pouvoir présenter ses arguments et raconter son histoire, il va surtout être question de l'auteur. On juge l'auteur, donc en fait le projecteur il est complètement sur le prévenu. On va se demander comment est-ce qu'il a compris les choses, quelle était son histoire, quelle est sa situation personnelle, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a un travail, etc. Qui sont des éléments qui sont indispensables pour le juge pour fixer la peine. Mais c'est très bizarre pour la victime parce qu'on dit mais est-ce qu'on ne devrait pas parler de moi, est-ce que c'est pas sur moi en fait que devrait se porter l'attention? Pourquoi la victime s'attend à ce qu'on parle plus d'elle? Il y a toujours un peu ce grand écart dans les attentes, c'est-à-dire les victimes vont attendre une forme de reconnaissance de la part de la justice qu'elles ont été victimes. Elles vont attendre qu'on les écoute, qu'elles puissent déposer leurs souffrances, qu'elles puissent poser leurs questions devant un juge qui va leur donner raison, quoi. Au moins les écouter et puis dire je vous crois, je vais condamner l'auteur. En réalité, le rôle de la justice, c'est pas ça, quoi. Le rôle de la justice, c'est se demander si le prévenu il est coupable et puis quelle est la dose de sanction qu'il va falloir lui mettre en fonction de cette culpabilité. Bien sûr, on laisse une place à la victime où elle peut demander une forme de réparation qu'on appelle un tort moral, une forme d'indemnisation si elle a des frais médicaux spécifiques. Mais c'est pas là, en fait, qu'on va vraiment régler la focale principalement. Et puis, le jugement pénal intervient très vite. On sait s'il y a une infraction et quelle est la sanction qui va avec. Ouais, ça peut être extrêmement difficile parce que dans ce genre d'affaires, comme on a dit, quand on est d'accord sur le fait qu'il y a eu un rapport sexuel mais qu'on n'est pas d'accord sur le fait qu'il était consenti, ça va être assez compliqué pour le juge qui n'était pas dans la pièce au moment des faits de dire en fait je vous crois plus vous, je vous crois plus vous. Parce que s'il a un doute, la loi elle dit il doit profiter à l'accusé, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer quelqu'un en prison quand on n'est pas archi sûr. Mais c'est juste comme principe, on ne va pas commencer à se dire on va plus croire telle personne que d'autres personnes par défaut, il y a une présomption qu'on ne le croit pas, quoi. Mais ça, c'est hyper dur à entendre, parce qu'en fait, la victime, elle comprend, mais vous m'avez pas cru. On l'a vu, la procédure judiciaire prend énormément de temps.
Et cette attente est compliquée à gérer pour la victime. La procédure peut même être considérée comme un frein à sa reconstruction, considérée comme des mois et des années de survie. Du coup, après tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça vaut le coup, quand on est victime d'un viol, de vivre tout ce processus ? Franchement, je pense que faut bien demander à la victime ce qu'elle veut, quoi. Qu'est-ce qu'elle attend de ce procès, avant de lui dire est-ce que ça vaut la peine de s'y lancer. Je crois que c'est une question puis une conversation qu'il faut avoir avec la victime, puis continuer à l'avoir avec la victime au long du processus. Parce qu'il y en a qui se découragent en fait, il y en a qui disent non mais c'est trop lourd, moi j'arrête là. Puis je comprends quoi. Puis il faut les laisser se retirer de ces processus-là parce que finalement, qu'est-ce qu'elles ont à gagner là-dedans? Parce que même celles qui gagnent complètement, c'est-à-dire finalement l'auteur est condamné, parfois elles vont même à ce moment-là se dire mais je me sens pas mieux en fait. J'ai pas l'impression qu'il regrette, ça va pas vraiment mieux pour moi, même si il ou elle a été condamné. Donc en fait, je sais pas quoi vous répondre. Le temps de la victime, il s'est mis en parenthèse au moment de l'infraction. Hein. C'est vrai que tout a été chamboulé, que ce soit dans ses représentations, dans sa réalité, à différents niveaux. Et le processus de reconstruction est long et pavé d'embûches, j'ai envie de dire. Et la procédure pénale peut en être une aussi, un obstacle plutôt. Parce que il y a la réalité de la personne avant l'infraction, avec sa valise remplie de facteurs de risque, de protection. Il y a l'infraction qui se passe, qui entraîne tout un éclatement de ce qu'elle se représentait en termes de sécurité, etc. Enfin, à beaucoup de niveaux différents. Et à ce moment-là vient le moment du choix. Est-ce que je dénonce pas, etc. Et ça augmente d'autant plus le sentiment de vulnérabilité et de perte de contrôle. Et le temps de la justice, à ce moment-là, si on doit partir sur une audience, par exemple, à la police, même si on a affaire, par exemple, à des brigades super spécialisées qui ont l'habitude de prendre des plaintes pour des agressions à caractère sexuel, il n'empêche qu'ils doivent aller dans le vif du sujet, ils doivent savoir ce qui s'est passé exactement, quelle a été la chronologie des faits, etc. Et c'est vrai que pour la personne qui est à vif, c'est compliqué de se retrouver à devoir se replonger dans ce qui s'est passé quand tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'oublier. Et de passer à autre chose. Le temps de la reconstruction et le temps judiciaire n'est pas du tout le même. C'est pas la procédure pénale qui va reconstruire la personne qui a subi une infraction. C'est vraiment des chemins qui sont à faire de manière différente. C'est essentiel de faire ce chemin de reconstruction, de s'entourer de professionnels spécialisés et de l'entamer avant même, je dirais, de commencer une procédure pénale. La procédure judiciaire n'est pas vraiment synonyme de réparation ou de reconnaissance pour la victime. Mais d'autres alternatives existent, comme la justice restaurative. Si la personne attend une reconnaissance de son statut de victime, je pense que je lui suggérerais plutôt la justice restaurative que la justice pénale. Je pense que je lui suggérerais une autre voie, parce que le travail de la justice pénale, c'est pas de se demander si la personne a été victime. Le travail de la justice pénale, c'est de se demander si l'auteur est coupable. C'est quoi justement la justice restaurative ? C'est des formes de justice où justement on cherche à écouter les personnes concernées par une infraction pénale, puis on essaie de répondre à leurs besoins, enfin on écoute leurs besoins, leurs attentes, et puis on essaie d'organiser un échange ou un dialogue, peut-être même une rencontre entre la victime et l'auteur de l'infraction, qui permet en fait de réparer dans une certaine mesure les conséquences de l'infraction. Donc si on a des questions autour de mais comment est-ce qu'il a pu avoir, comment est-ce que ça a pu se passer, souvent c'est que l'auteur qui peut répondre, puis souvent la victime elle a des questions, puis ça c'est une voie en fait où l'auteur peut dans une certaine mesure reconnaître, souvent c'est ça qui est aussi important quoi. L'auteur d'une infraction quand il va devant la justice pénale, il n'a aucun intérêt à dire que oui, il se doutait bien qu'elle voulait pas trop. Il va tenir sa ligne jusqu'au bout en disant mais non, elle était d'accord, j'ai réussi à la convaincre, etc. En justice restaurative, il va peut-être plus facilement dire ouais, j'ai bien vu, mais je me suis dit que ça allait, quoi. Donc on a quand même un petit peu plus de succès dans une forme de justice qui n'aboutit pas à de la prison ou à une sanction, mais qui aboutit plus à une certaine forme d'échange. Est-ce que dire on vous croit aux victimes,
ça sert à quelque chose. Ouais, je pense que ça fait partie de la base en fait. La personne elle viendrait pas vous parler de ça à quelqu'un qu'elle connaît pas si c'était pas arrivé, en tout cas si c'était pas la manière dont elle avait vécu les choses. Après c'est pas une parole que peut prononcer un juge pénal parce qu'un juge pénal c'est pas son travail quoi. Mais si vous êtes un ou une proche de victime qui vous révèle les faits, je pense que la règle de base c'est bravo quoi, bravo de réussir à en parler, merci pour ta confiance, évidemment que je te crois. Comment on se reconstruit sur le plan médical du coup? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux personnes concernées. Comment on s'est reconstruit? Je pense que la reconstruction, comme aussi ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par le travail avec des professionnels et c'est une reconstruction sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau physique, un niveau psychologique, un niveau sexuel, au niveau sociétaire, au niveau familial. Alors nous, soignants ou assistants sociaux ou psychologues, on est des instruments et après chaque personne a ses ressources et son chemin. Mais la reconstruction, c'est possible, sur tous les plans. Une reconstruction comme si rien ne s'était passé, comme avant, j'y crois pas trop. Dans le sens où une cicatrice, ça va en laisser une. L'idée, c'est vraiment comme une blessure, on se blesse, on s'occupe de cette blessure, on la désinfecte, on va regarder, on va enlever les salissures qu'il y a dedans, etc. On va recoudre si nécessaire, on va s'occuper de tout le processus de cicatrisation, mais une cicatrice, on va la garder. L'idée, c'est qu'elle ne fasse plus mal ou qu'elle soit plus autant douloureuse que quand la blessure est ouverte.